Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Au Togo, Agbeyome Kodjo menacé par une potentielle levée de son immunité parlementaire. Le député était entendu ce mercredi 11 mars devant une commission parlementaire spéciale. Le Maroc ambitionne de construire une route pour fluidifier le commerce intra-africain. Pour mener à bien le projet, le gouvernement réfléchit à des stratégies de financement. Et enfin, nous irons à la rencontre de Sidi Ould Amin, réfugié au Burkina Faso en 2012. Cet entrepreneur malien est retourné dans son pays d'origine. Il s'est reconstruit et a ouvert sa propre entreprise de couture. Mais tout d'abord, au Togo, Agbeyome Kodjo se retrouve menacé par une potentielle levée de son immunité parlementaire. Selon le procureur de la République, plusieurs charges ont été retenues contre lui. Diffusion de fausses nouvelles, dénonciation calomnieuse ou encore atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Le député était entendu ce mercredi 11 mars devant une commission parlementaire spéciale. Philomène Tine. Le député et candidat déchu de l'élection présidentielle au Togo, Agbeyome Kodjo, fait actuellement l'objet d'une demande de levée d'immunité parlementaire. Ainsi, le député se présente ce mercredi devant une commission parlementaire ad hoc. La présidente de l'Assemblée nationale a été saisie par le procureur de la République après le tribunal de première instance d'une demande de levée de l'immunité parlementaire du député Gabriel Minsan Agbeyome Kodjo. Suite à cette demande de l'autorité judiciaire, la présidente de l'Assemblée nationale a pris la décision portant création d'une commission spéciale chargée d'instruire la dite demande. Troubles aggravés à l'ordre public, diffusion de fausses nouvelles, dénonciation calomnieuse, atteinte à la sûreté intérieure de l'État, usage illégal des symboles et emblèmes du pays, telles sont les charges retenues par le procureur de la République à l'encontre d'Agbeyome Kodjo, leader du mouvement patriotique pour la démocratie et le développement MPDD. La dynamique Outro qui porte le candidat appelle à la mobilisation autour du député. On a été surpris d'ailleurs par la réaction du procureur de la République. Bien évidemment qu'on ne va pas rester les bras croisés. Le candidat Agbeyome Kodjo a refusé de se présenter ce matin devant le Parlement et il attend la suite tranquillement chez lui. Actuellement, autour de sa maison, il y a une forte mobilisation, notamment des populations et des militants. Ce serait la résistance qui commence d'une manière ou d'une autre. Il n'y a aucune loi en République du Togo qui interdit à un citoyen de s'adresser aux forces de l'ordre. Le candidat Agbeyome Kodjo revendique sa victoire à la présidentielle controversée du 22 février 2020 au Togo, en dépit de la proclamation de la victoire de Faure Gnassingbé par la Cour constitutionnelle. Nouveau report des élections législatives et du scrutin sur le référendum constitutionnel en Guinée. Décision confirmée par un haut responsable de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Ce double scrutin qui devait se dérouler ce dimanche 15 mars était initialement prévu le 28 décembre 2019. Avant de fixer une nouvelle date, la CENI doit réceptionner le rapport d'audit du fichier électoral effectué par les experts de la CEDEAO. Aïssatou Bari. Initialement prévu le 1er mars, puis reporté au 15 mars 2020, le double scrutin législatif et référendum a été à nouveau reporté à une date ultérieure. Le président Alpha Condé avait laissé à la CENI, Commission électorale nationale indépendante, l'initiative de fixer une nouvelle date qui se fera après l'audit du fichier électoral par les experts de la CEDEAO. Un fichier électoral corrompu selon l'opposition. Mais ce n'est pas le report pour avoir quelques éléments d'audit et pour satisfaire une opinion internationale qui va permettre de régler le problème. Il faut une décision politique majeure qui amènerait le président de la République à renoncer à son changement constitutionnel et à engager le pays dans un processus de dialogue constructif. Une nouvelle date pour la tenue de ces scrutins est désormais suspendue à la fin des travaux d'assainissement du fichier. L'Organisation internationale de la francophonie qui accompagne le processus électoral en Guinée a jugé problématique les quelques 2,5 millions de noms d'électeurs figurant sur les listes des doublons et des personnes décédées. Elle avait aussi remis en cause la régularité du référendum
et des législatives et indiqué qu'il lui était difficile de continuer sa mission. Le RPG Arc-en-Ciel et l'opposition dite républicaine ont toujours privilégié des accords politiques. Les lois ont été mises de côté au profit de ces accords politiques. Et d'accord politique en accord politique, on est venu à cette confusion. C'est la responsabilité partagée entre les deux bords politiques du pays. Il faut souligner que malgré ces reports, l'opposition réunie au sein du Front national pour la défense de la Constitution, FNDC, continue d'exercer une pression. Hostile au projet de réforme constitutionnelle qu'elle considère comme liberticide, elle appelle au boycott des urnes et est de nouveau mobilisée dans les rues. Le Soudan, touché par une crise économique d'envergure. Selon des consultations du Fonds monétaire international, le taux d'endettement public a atteint 211% du PIB. Pour y remédier, le gouvernement doit mettre en œuvre un bon nombre de réformes. Le FMI recommande également une aide de la communauté internationale. Selon l'institution, l'économie du Soudan se contracte. En 2019, le taux de croissance du pays est estimé à moins 2,5% du PIB. Un taux qui résulte d'une faible compétitivité, d'un mauvais contexte économique pour les affaires, ainsi que de turbulences sociales. Le FMI constate également que le déficit budgétaire du pays a augmenté de près de 3 points de pourcentage pour atteindre 10,8% du PIB en 2019. Des chiffres qui ne devraient pas évoluer au fil des années. Selon les projections du FMI, la croissance économique du Soudan devrait encore ressortir négative à moins 1,25% en 2020. Le Maroc compte élargir son réseau d'investisseurs en misant sur les infrastructures. Un projet de construction routier est actuellement en cours dans le pays pour fluidifier les échanges commerciaux. Pour mener à bien ce projet, le gouvernement envisage des stratégies de financement. Ange Bijou-Noménieux. Le Maroc se pose dans une démarche d'ouverture commerciale. Le pays mène depuis quelques années une politique d'échange avec le reste du continent. Un projet de construction routière est actuellement en cours dans le royaume pour développer cette politique. Nous avons lancé une belle infrastructure. Donc on a la possibilité en arrière-plan de créer donc des plateformes logistiques qui pourront abriter les produits africains, moyennant des transformations adaptées qui permettent bien sûr d'écouler ces produits dans les marchés africains et bien sûr dans les marchés internationaux. Mais disons, nous avons besoin de fluidifier davantage les réseaux logistiques entre les différents pays. Pour mener à bien ce projet routier, le Maroc doit injecter beaucoup de fonds. Des stratégies de financement public et privé ont été mûries pour permettre au pays de trouver les financements nécessaires, notamment au sein de la zone de libre-échange continentale. Il y a un problème à gérer, c'est le financement. Dieu merci, aujourd'hui, on pourra penser à des types de financement basés sur le partenariat public-privé. Et une des solutions, c'était bien sûr l'investissement dans le domaine routier ferroviaire, mais aussi de création, ce que nous avons besoin de créer dans les différentes régions, ce qu'on appelle les plateformes logistiques pour le produit africain. Les perspectives économiques à moyen terme du Maroc restent favorables et la croissance du produit intérieur brut réel devra rebondir à 3,7% en 2020 et s'établir à 3,9% à partir de 2021. La position géographique stratégique du royaume chérifien peut servir de hub de projection pour les entreprises étrangères désireuses d'opérer ou s'établir en Afrique. La République démocratique du Congo et le Rwanda s'engagent à préserver la biodiversité du lac Kivu. Un accord a été conclu entre les deux pays pour assurer une exploitation sûre du méthane du lac. Les deux États mettront en place des mécanismes qui permettront de surveiller les travaux d'exploration et de développement de façon à réduire les risques d'explosion du gaz. Les précisions de Nelly Claude Bessard. La République démocratique du Congo et le Rwanda ont signé un accord cadre destiné à surveiller l'exploitation du méthane et à protéger la biodiversité au niveau du lac Kivu, situé à la frontière entre les deux pays. Cet accord de collaboration transfrontalière vise à renforcer les normes de sécurité liées à l'exploitation du méthane et des ressources gazières afin de réduire les risques d'explosion de gaz et de préserver la stabilité de l'équilibre de l'environnement.
Les opportunités offertes par l'exploitation du méthane issu du lac Kivu vont permettre aux deux pays de profiter de façon optimale à une nouvelle source de production énergétique et ça va permettre de protéger la flore et la biodiversité qui est en péril autour du lac. Les études réalisées sur le lac font état de ce que le méthane de cette étendue d'eau a une capacité de production de 700 MW d'électricité sur une période de 55 ans. Le Rwanda envisage de transformer ce combustible en gaz de cuisson pour réduire sa dépendance à l'égard du bois de chauffage de 80 à 40% d'ici 2024. La décision d'exploiter ce méthane pour le transformer en diverses ressources, y compris principalement l'énergie électrique, est une décision qui va nécessairement encourager l'industrialisation des zones riveraines du lac Kivu, qui va aussi favoriser la création d'emplois locaux, qui va réduire le chômage et l'oisiveté des jeunes. Pour l'heure, les deux pays s'activent pour une exploitation sûre du méthane dans le lac Kivu pour un développement durable dans la région des Grands Lacs. Nous partons maintenant à la rencontre du Malien Sidi Ould Amin. En 2012, il s'était réfugié au Burkina Faso en raison des affrontements entre djihadistes armés et forces gouvernementales. En 2017, Sidi Ould Amin est retourné au Mali où il s'est reconstruit. Après une formation professionnelle, il a même créé sa propre entreprise de couture. Aïssatou Diabanka Besland. C'est le Burkina Faso qui lui avait ouvert ses portes. Sidi Ould Amin avait alors fui son pays en 2012 lorsqu'un conflit a éclaté à cause des affrontements entre djihadistes armés et forces gouvernementales. Un conflit qui avait provoqué le déplacement de plus de 130 000 personnes. Après plus de 5 ans d'exil, Sidi est finalement rentré en 2017 avec sa famille pour s'installer à Mopti, la Vénus du Mali, située au centre du pays. Son objectif, reconstruire sa vie confortable d'avant, détruite par le conflit. On est devenus comme des pauvres. Avant, on était bien, mais après ce drame, saccagation, la grève et consorts, on n'a rien. Sidi Ould Amin a créé sa propre entreprise de couture. Il met à profit les compétences acquises dans son camp de réfugiés au Burkina Faso, où il a été formé au métier de la couture. Grâce à une formation professionnelle, il forme désormais des jeunes issus de communautés défavorisées, les aidant ainsi à acquérir des compétences en tant que couturier. Les jours qu'ils ont dit qu'il y a coupe-couture, moi j'ai dit que c'est ce que je préfère. Parce qu'à la maison, il y a des habits des enfants, ils sont déchirés. C'est devenu une petite école aussi, vraiment. Ça empêche les enfants d'aller ailleurs, ça empêche les enfants d'être vagabonds, d'être une autre chose. Pour rappel, l'armée malienne, en collaboration avec les forces françaises, avait repoussé en 2013 les djihadistes liés à Al-Qaïda qui s'étaient emparés du nord du Mali. Une crise sécuritaire s'en était suivie qui avait déstabilisé le pays, créant de facto des divisions ethniques dans la région. Les pays voisins, le Niger, la Mauritanie et le Burkina Faso, avaient accueilli les Maliens qui fuyaient à cause de l'insécurité. Cependant, malgré la menace persistante, quelques 70 000 Maliens ont choisi de rentrer dans les zones stables du pays, comme Mopti. Dans l'actualité également, la Côte d'Ivoire a annoncé ce mercredi 11 mars son premier cas de coronavirus. C'est le 12e pays africain à être touché par le Covid-19. L'Afrique doit donc se préparer à la propagation de cette pandémie. Selon l'OMS, au quotidien, 6 gestes sont à adopter. Se laver les mains avec une solution hydroalcoolique ou à l'eau et au savon. Éviter les contacts proches. Ne pas se toucher le visage avant de s'être lavé les mains. L'OMS recommande également d'avoir une bonne hygiène respiratoire, de s'informer sur l'évolution de la maladie dans le monde et enfin de consulter un médecin en cas de symptômes. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.